Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Allez, on va parler d'un sujet qui frustre beaucoup de monde quand on apprend le français. Ce moment précis où une conversation qui semblait pourtant simple se transforme soudain en une cascade de mots incompréhensibles. On a le vocabulaire, on a la grammaire, mais la vitesse, la vitesse, c'est un véritable mur. En fait, la vraie question, ce n'est pas tant la vitesse en elle-même. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler le fameux mur du niveau B1. Vous savez, ce plateau où l'on passe du français bien propre, bien articulé des manuels, au français de la vraie vie, celui qui est rapide, fluide, connecté. Le souci, ce n'est pas qu'il manque des mots, c'est qu'il manque l'habitude du rythme et des contractions du langage parlé de tous les jours. Ah, cette sensation, je suis sûr que ça parle à beaucoup de monde. Ce sentiment de surcharge où le cerveau n'arrive plus à suivre parce que les mots se collent les uns aux autres. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va voir comment on peut dépasser ça, pas en apprenant plus de vocabulaire, non, mais avec de toutes nouvelles techniques d'écoute. Pour bien illustrer ce changement de perspective, rien de tel qu'une petite histoire. On va suivre une apprenante qui, comme beaucoup, a eu un jour une révélation qui a absolument tout changé pour elle. Alors, imaginez Léa. Elle est dans un TGV Paris-Lyon. Sur le papier, son niveau est excellent. Mais dès qu'il s'agit d'écouter les conversations autour d'elle, c'est l'angoisse. Elle entend deux personnes qui discutent très très vite et là, c'est la panique qui commence à monter. Et voilà la phrase qu'elle entend. Son premier réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer de tout décortiquer mot par mot. Ta, vu, l'un, train, quai. Mais c'est beaucoup trop lent. Le temps de faire ça, la conversation est déjà à 3 km. C'est un processus mental qui est non seulement épuisant, mais complètement inefficace face à la vitesse naturelle de la parole. Et c'est là que tout bascule. Le déclic. Léa lâche prise. Elle arrête de se focaliser sur chaque syllabe et elle commence à faire autre chose. Elle écoute le ton de la voix, elle regarde le rythme, les gestes et elle se concentre sur les mots-clés qui ressortent comme retard et raté. Et là, miracle. Sans avoir tout compris, elle saisit l'idée générale. Et voilà la leçon fondamentale. La compréhension, ce n'est pas de capter 100% des mots. D'accord. L'histoire de Léa, c'est une bonne illustration. Mais concrètement, comment on peut faire la même chose de manière un peu plus structurée? Eh bien, il existe des techniques très concrètes pour y arriver. Il y a en fait 7 raccourcis pour notre cerveau, 7 clés qui peuvent vraiment déverrouiller la compréhension du français parlé rapide. Ce sont des petites habitudes à prendre qui vont entraîner notre oreille à écouter d'une manière complètement différente. Alors, les voici ces 7 clés. On va parler des mots qui sont avalés, des liaisons qui créent des faux mots, de l'importance d'écouter le rythme plutôt que les mots eux-mêmes, d'utiliser les répétitions à notre avantage, de faire attention à tout ce qui n'est pas verbal, d'anticiper grâce au connecteur, et enfin d'accepter de ne pas tout comprendre. C'est parti. La première clé, elle est absolument cruciale. Il faut s'habituer aux mots éludés, à ces mots qui sont contractés, voire complètement avalés. Je ne sais pas devient je sais pas. Tu as vu devient t'as vu. Il y a devient y a. Ce ne sont pas des erreurs, c'est juste la réalité du français parlé. Il faut que l'oreille s'entraîne à reconnaître ces formes comme des blocs de sons, comme des mots à part entière. Deuxième clé, attention aux liaisons. Elles peuvent être de vrais pièges parce qu'elles donnent l'impression d'entendre des mots qui n'existent pas. Les amis est prononcé en un seul bloc, les amis. La solution, c'est de s'entraîner à faire le travail inverse dans sa tête. Entendre les amis et penser les amis. Allez, on continue avec les clés suivantes qui nous poussent vers une écoute plus globale, on va dire. La troisième clé, c'est le rythme. Il faut se concentrer sur les mots qui sont accentués parce que c'est eux qui portent le sens. Quatrièmement, les répétitions. Les gens reformulent tout le temps. C'est une deuxième chance pour nous de comprendre. Cinquième clé, le non-verbal. Le ton, les gestes, ça peut communiquer jusqu'à 80% du message. Et enfin, la sixième clé, les connecteurs, comme donc, mais, alors. Ils nous disent dans quelle direction la phrase va partir. Et on arrive à la 7e et dernière clé. Et celle-là, elle est peut-être la plus libératrice de toutes. Il faut accepter de ne pas tout comprendre. Une compréhension à 60%, c'est souvent largement suffisant pour avoir une conversation fluide. Se fixer cet objectif, qui est beaucoup plus réaliste, ça enlève une pression énorme et ça permet de rester dans l'échange au lieu de paniquer. Bon, maintenant qu'on a la théorie, comment on fait pour que ça devienne une compétence réelle? Il faut passer à la pratique. Voici 3 exercices très concrets pour muscler son oreille. Ces 3 exercices ont des objectifs bien précis. L'écho rapide, c'est pour sentir la musique de la langue sans même chercher à comprendre. L'exercice pour décoller les mots permet de faire le lien entre ce qu'on entend et ce qui est écrit. Et enfin, le flux continu, c'est pour s'entraîner à reproduire soi-même cette fluidité naturelle. Prenons un exemple avec l'exercice « décoller les mots ». C'est vraiment l'idée de construire un pont mental. On entend la phrase « je suis crevé, je vais me coucher »,
Eh bien, on s'entraîne activement à la décomposer dans sa tête. Je suis crevé, je vais me coucher. Au début, c'est un effort conscient, mais avec le temps, ça devient complètement automatique. Très bien. Tout ça, c'est utile, mais comment on l'intègre dans une routine? Le secret, c'est d'avoir un plan simple et structuré pour que ces techniques deviennent de vraies habitudes. Voici un plan sur 7 jours, conçu pour être rapide et efficace. Chaque jour, on se concentre sur une petite compétence. Et ça ne prend que 5 à 10 minutes, pas plus. Le plus important, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Une pratique courte mais quotidienne, c'est bien plus puissant qu'une longue session une fois par semaine. Pour conclure, il faut vraiment se souvenir de l'objectif final. Le but, ce n'est pas l'arrivée à une compréhension parfaite sans aucune erreur. D'ailleurs, même les locuteurs natifs ne comprennent pas toujours tout à 100%. Non, le vrai but, c'est de se sentir assez à l'aise pour interagir, pour connecter avec les autres, sans que la peur de ne pas tout comprendre soit un frein. Et ça nous amène à la dernière idée, l'état d'esprit à adopter. Il faut arrêter de voir le français rapide comme un ennemi et commencer à le voir comme une musique. On doit apprendre à suivre son rythme, à danser avec, même si c'est un peu maladroit au début. C'est ça, le premier pas vers l'aisance. La vraie question n'est donc pas comment tout comprendre, mais plutôt, est-on prêt à entrer dans la danse? Bienvenue dans notre discussion. Aujourd'hui, on s'attaque à un mur que connaissent bien tous ceux qui apprennent le français, ce moment vraiment frustrant où même avec un bon vocabulaire, on a l'impression de ne plus rien comprendre dès que les natifs parlent entre eux à vitesse normale. Le dissident. Exactement. Et le matériel qu'on analyse aujourd'hui, il propose justement des techniques pour essayer de franchir ce fameux mur du niveau B1. Et ça pose une question de fond sur la meilleure manière d'apprendre. Oui, la question centrale, c'est donc la suivante. Pour enfin maîtriser le français rapide, est-ce qu'il faut privilégier une approche globale, presque intuitive, en se concentrant sur le rythme et en acceptant de ne pas tout saisir? Ou est-ce qu'au contraire, la seule vraie solution, c'est une approche analytique, où l'on déconstruit méthodiquement tous les mécanismes propres à l'oral, comme les contractions, les liaisons, enfin, tous ces mots qui se collent les uns aux autres? Moi, je défendrais la première position. Je pense que la fluidité, elle s'acquiert en changeant de posture d'écoute, en privilégiant le flux global sur l'analyse de chaque mot. Le dissident. Et moi, je soutiendrais que si cette écoute globale est utile, bien sûr, elle reste complètement insuffisante sans une maîtrise, disons, analytique, des structures qui différencient vraiment l'oral de l'écrit. Pour moi, le véritable obstacle, il n'est pas technique, il est psychologique. C'est cette quête paralysante de la perfection. Les apprenants, ils essaient de découper chaque mot alors que la clé, c'est justement de lâcher prise. L'histoire de Léa dans le train Paris-Lyon qu'on a dans le matériel illustre ça parfaitement. Son déclic, il ne vient pas d'une meilleure analyse. Il arrive au moment précis où elle arrête d'analyser les mots pour se concentrer sur le rythme, sur le ton et même sur le langage non verbal. Et là, elle comprend l'essentiel, un retard de train, sans même avoir saisi chaque terme, comme le nom de la gare, Pardieu. Ça n'a aucune importance. C'est pour ça que les techniques proposées, notamment celles de l'écho rapide, sont si intéressantes. L'idée, c'est de répéter des sons avant même de les comprendre pour, en quelque sorte, court-circuiter le cerveau analytique. Il s'agit d'entraîner l'oreille à la musicalité, quoi. Et puis enfin, cette idée qu'il faut viser 60% de compréhension et pas 100%, elle est libératrice. Elle permet de se lancer, de participer. C'est ça le vrai moteur du progrès. Il faut accepter d'avoir des zones de flou. Dissident, moi je vois les choses d'une manière un peu différente. Présenter ces techniques comme étant purement holistiques ou rythmiques, c'est une simplification. La base de la compréhension, elle reste analytique. Prenez les raccourcis qui sont décrits. Reconnaître que « je sais pas » veut dire « je ne sais pas » ou que « les amis » doit être mentalement scindé en « les » et « amis ». Ce n'est pas une compétence intuitive, c'est un processus de décodage cognitif qui exige de connaître la règle de transformation de l'écrit vers l'oral. Et l'exercice des mots collants en est la preuve la plus flagrante. L'instruction, elle est claire. Il faut faire un découpage mental, un pont explicite entre la forme parlée qui est compressée et sa structure grammaticale complète. C'est tout l'inverse d'une approche non analytique. En fait, miser uniquement sur le flux et le rythme, sans ce travail de fond, ça risque de conduire à une compréhension qui reste superficielle et pire, à la fossilisation des verbes. On peut sentir le ton d'une conversation sans en saisir les nuances cruciales. Justement, revenons sur l'expérience de Léa. C'est pour moi une révélation.
Elle réussit précisément au moment où elle abandonne la stratégie analytique qui la faisait échouer. Elle passe d'une écoute focalisée sur le mot à une écoute focalisée sur le sens global qui est porté par tout un tas d'indices, y compris non linguistiques. C'est bien la preuve que l'hyperanalyse est un frein. Le dissident. Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement. Son cerveau n'a pas cessé d'analyser, il a adopté une stratégie d'analyse plus efficace. Au lieu de traiter tous les mots de manière égale, il a appris à filtrer, à identifier les mots-clés qui portent le sens, retard, raté, et à ignorer le bruit informationnel, comme Pardieu. C'est une forme d'analyse hiérarchisée. Ce n'est pas une absence d'analyse. Mais comment on apprend à faire ce tri alors? En s'exerçant à analyser encore plus. Je ne crois pas. On l'apprend en habituant son oreille au flux global. C'est tout le but de l'exercice de l'écho rapide. En forçant la répétition immédiate, on contourne ce besoin de comprendre. On enseigne au corps, à la bouche, à l'oreille, le rythme de la langue. C'est un peu comme apprendre une danse. On ne commence pas par lire un traité de biomécanique du mouvement. On suit le prof, on imite les pas, on sent le rythme. La compréhension, elle vient après, presque comme un effet secondaire. Le dissident. D'accord. L'image de la danse est belle. Mais pour danser, il faut bien apprendre les pas, non? L'écho rapide, si on le prend seul, c'est comme imiter les mouvements d'un danseur sans comprendre la structure de la chorégraphie. Ça peut ressembler à quelque chose, mais ça reste du perroquettage. On répète des sons sans comprendre le sens qu'il y a derrière. Comment un apprenant peut-il deviner que le son « je suis crevé » qu'il répète correspond à « je suis crevé » sans un enseignement explicite de cette contraction? Ah mais il ne le devine pas tout de suite. Et c'est ça qui est important. L'écho rapide, il sert d'abord à rendre le son familier, à le dédramatiser. Une fois que le son « chui » ne provoque plus de panique, une fois qu'il est reconnu par l'oreille, le cerveau est beaucoup plus disponible pour accepter l'explication analytique. Ah, au fait, ce son que tu connais, il veut dire « je suis ». On va du global, du son brut, vers le détail, vers l'analyse. C'est une approche plus naturelle. Le dissident. Mais alors, tu admets toi-même que l'analyse est nécessaire à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que l'approche globale seule ne donne pas les outils pour faire ce lien. C'est là que l'exercice des mots collants est, à mon avis, indispensable. Il enseigne explicitement à faire ce travail de détective. On entend « t'es où ?» On apprend à le décomposer en « tu irais où ?» Sans cet entraînement conscient à décompresser le langage, l'apprenant reste passif. Il attend que la compréhension lui tombe dessus, alors qu'il faut lui donner les clés pour aller la chercher activement dans le flux sonore. Mais quand tu parles de ce découpage mental, concrètement, comment un apprenant est-il censé faire ça en pleine conversation quand les mots défilent à toute vitesse? C'est irréaliste? C'est précisément ce qui mène au blocage. Et ça nous ramène à cette idée d'un objectif de 60% de compréhension. La pression de devoir tout découper, tout analyser en temps réel pour atteindre 100%, elle est juste contre-productive. Ça crée une anxiété qui fait un bruit de fond dans notre tête et nous empêche d'écouter. Le dissident. Je ne dis pas qu'il faut le faire consciemment sur chaque phrase en temps réel. Le but de ces exercices analytiques, c'est de les pratiquer en amont pour que le cerveau s'habitue à reconnaître ces schémas. L'analyse, avec la pratique, elle devient automatique, quasi instantanée. C'est ça, la fluidité. L'intuition de l'expert, ce n'est pas de la magie, c'est simplement une analyse qui est devenue si rapide qu'elle en est invisible. Mais pour arriver à cette automaticité, il faut des milliers d'heures de pratique. Et comment on fait pour pratiquer si on a trop peur de parler parce qu'on ne comprend que 80%? Viser 60% au début, c'est une stratégie psychologique pour oser se lancer. C'est se dire « Bon, ok, je vais comprendre l'essentiel et ça me suffira pour répondre et participer ». C'est dans l'interaction, même imparfaite, qu'on progresse le plus vite. Mieux vaut comprendre 60% et parler que de viser 100%, ne pas y arriver et rester muet. Le dissident. Franchement, cet objectif de 60% me dérange un peu. Je comprends l'intérêt psychologique pour débloquer quelqu'un. Oui, mais le présenter comme suffisant pour une interaction fluide, ça me semble dangereux. Les 40% qui manquent, ce n'est pas juste du décor. C'est là que se cachent les nuances, les connecteurs logiques, l'ironie, les sous-entendus. On peut capter beaucoup ça avec le ton, le contexte. Pas toujours. C'est comme dire à un musicien qu'il suffit de jouer 60% des notes d'une partition. Peut-être qu'on reconnaîtra la mélodie, mais toute l'harmonie, toute la richesse aura disparu. Si quelqu'un me dit « c'est accepter de ne jamais dépasser une compréhension littérale. C'est comprendre la météo, mais rater la blague. » Je ne suis pas d'accord. L'objectif, ce n'est pas de rester à 60% toute sa vie. C'est un tremplin. C'est la permission qu'on se donne pour entrer dans le bain.
Et une fois qu'on est dans la conversation, on progresse. On passe à 65, puis 70. Les nuances, on les apprend au contact des autres. Tu parles de des connecteurs comme « mais »,« donc ». Le matériel les décrit justement comme des phares. On n'a pas besoin de comprendre chaque mot après un « mais » pour savoir qu'une opposition arrive. C'est une reconnaissance de la structure globale, pas une analyse fine. C'est exactement ce que Léa a fait. Le dissident marqua. Mais l'interaction peut devenir très bancale si on se base sur des approximations. Imagine l'ironie. Les mots sont positifs, mais le ton et peut-être un petit mot glissé dans les 40% que tu ignores indique le contraire. Si tu ne saisis que les 60% littéraux, tu vas répondre complètement à côté. L'interaction ne sera pas fluide, elle sera basée sur un malentendu. Pour notre pauvre Léa, si quelqu'un lui dit sur un ton ironique « c'est génial la ponctualité de cette compagnie, n'est-ce pas ?» et qu'elle répond « oui, super », la fluidité est rompue. La vraie fluidité exige une compréhension fine. En conclusion, pour ma part, je reste convaincue que la transformation essentielle est d'ordre psychologique. Il faut cesser de traiter le français parlé comme un texte écrit qu'on écouterait. Il faut apprendre à danser avec le flux, à faire confiance à son cerveau pour reconstruire le sens et surtout à accepter l'imperfection comme une étape naturelle de la communication. Le dissident. Et je maintiens que cette danse ne peut être maîtrisée sans en connaître la chorégraphie. La fluidité authentique, elle ne vient pas en ignorant la structure, mais en l'internalisant si profondément que son analyse devient instantanée, inconsciente. Le travail délibéré sur les spécificités de l'oral est, à mon sens, le seul chemin vers cette automaticité. Finalement, en t'écoutant, je me dis que ces deux perspectives ne sont peut-être pas si opposées qu'il paraît. La vraie question, c'est peut-être celle de l'équilibre et de la séquence dans l'apprentissage. Le dissident, c'est exactement ça. Le matériel nous invite à explorer plus en profondeur comment articuler un entraînement rythmique et une analyse structurelle pour que l'un renforce l'autre et non qu'ils s'excluent. La discussion, elle, reste ouverte. Alors, on va commencer avec une situation que franchement, toute personne qui apprend le français connaît par cœur. Ah oui, je vois très bien de quoi on parle. On regarde une série, tout va bien pendant, les 10 premières secondes, et puis d'un coup, tout s'accélère. C'est ça. Les mots se collent les uns aux autres, ça devient une espèce de bouillie sonore et on est largué, complètement. Et le plus frustrant, c'est qu'on a le vocabulaire, on a la grammaire, mais on est juste submergé par la vitesse. C'est exactement ça. C'est le piège classique du niveau, disons, intermédiaire. C'est un sentiment de panique, en fait. On se dit que le problème vient de nous, qu'on n'est pas fait pour ça. Oui, oui. Alors qu'en réalité, et les sources qu'on analyse aujourd'hui le montrent très bien, le problème, c'est pas un manque de connaissances, c'est la méthode d'écoute. On écoute le français parlé comme on lit un livre. Mot par mot. Mot par mot. Et ça, c'est la recette garantie pour l'échec. Exactement. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire des listes de vocabulaire, hein. Non, surtout pas. L'idée, c'est d'explorer une approche qui est radicalement différente. Les documents qu'on a sont fascinants parce qu'ils proposent des techniques pour, en quelque sorte, rééduquer notre oreille. C'est le mot. Rééduquer. Apprendre à écouter autrement, anticiper les sons, surfer sur le rythme de la langue. La mission, c'est de passer de cette panique à une compréhension fluide, même quand ça va très, très vite. Et ce changement de perspective, c'est vraiment le cœur du sujet. Il faut arrêter de chasser chaque mot pour, à la place, saisir le fil de la conversation. Le fil, j'aime bien l'image. Le français des manuels, il est propre, chaque syllabe est articulée. Le français de la vie réelle, lui, il est contracté, il est rapide, parfois presque chaotique. C'est une autre langue, d'une certaine manière. Pour illustrer cette idée de déclic, il y a une anecdote parfaite dans nos sources. C'est l'histoire de Léa, une étudiante coréenne. D'accord. On nous dit qu'elle a un très bon niveau B1 à l'écrit, en grammaire elle se débrouille super bien, mais chaque conversation au téléphone, c'est un cauchemar. Ah, le classique. Le décalage entre la compétence passive, la lecture, et la compétence active, l'écoute. Ça parle à beaucoup de monde. Et un jour, elle est dans le train Paris-Lyon. À côté d'elle, il y a deux femmes qui discutent. Très, très vite. Et là, une phrase fuse. C'est un super exemple. T'as vu le train qui est en retard ce matin, j'ai failli rater ma connexion à Lyon par Dieu. Ouh là, oui. Pour une oreille non entraînée, c'est un mur de son. Exactement. Léa, elle panique. Son cerveau essaye de tout découper. Que t'as vu le train. Mais c'est impossible. C'est beaucoup trop rapide. Elle se sent honteuse, submergée. Et c'est là, précisément dans ce moment de noyade, que le changement s'opère. C'est presque un réflexe de survie, en fait. Son cerveau, qui est incapable de traiter les mots, il change de stratégie. Il lâche prise.
Voilà. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elle comprend pas, elles se mettent à observer. Ah, intéressant. Elle remarque les rires, les gestes des mains, l'expression de frustration sur le visage de la femme qui parle. Elle commence à écouter la musique de la phrase, le rythme, le ton, plus que les mots eux-mêmes. Et là, elle comprend l'essentiel. Sans avoir tout saisi. Sans avoir tout saisi, non. Par exemple, par Dieu, elle a aucune idée de ce que c'est. Pour elle, c'est juste un son. Mais elle a capté les mots-clés, ceux qui étaient accentués. Retard et raté. Les fameux pics sonores. C'est ça. En combinant ça avec le ton agacé de la femme, son cerveau a reconstruit le sens. Le train était en retard, la dame a presque raté sa correspondance. Le reste, c'était secondaire. La leçon, c'est que la perfection est l'ennemi de la compréhension. Absolument. Alors justement, j'adore cette idée de raccourci auditif. C'est un peu comme si on avait des codes de triche pour comprendre le français, quoi. Par où on commence? C'est quoi le premier secret? Le premier, et c'est le plus évident quand on y pense, c'est que les petits mots du quotidien y disparaissent, ou alors ils sont compressés. C'est la règle numéro 1 du français parlé, en fait. Complètement. Je ne sais pas devient je sais pas, il y a devient y a. Tu as vu devient t'as vu. Voilà. Et ça, c'est un point, mais crucial. Parce qu'un apprenant entend je sais pas et il pense que c'est de l'argot, du mauvais français. Alors que non, pas du tout, c'est la norme. C'est le français de tout le monde, tous les jours. C'est exactement ça. Il faut faire le deuil de ce français scolaire, parfaitement articulé. Ce n'est pas une erreur, c'est de l'efficacité linguistique. On va au plus court. Et si l'oreille n'est pas entraînée à ça, on bute dès le début de la phrase. D'accord. Premier code de triche assimilé. Le deuxième. Le deuxième est un peu plus subtil. Ce sont les liaisons qui créent de faux mots. Ah oui. Quand un francophone dit « les amis », le son produit, c'est « les amis ». Le cerveau d'un apprenant, il entend ce bloc, il ne le trouve pas dans son dictionnaire interne et il panique. Il cherche un mot inconnu alors qu'il connaît parfaitement les deux mots de base. C'est un vrai piège. Exactement. Et la solution, du coup, c'est de s'entraîner à découper mentalement ces blocs, d'entendre les amis et de forcer son cerveau à penser les amis. C'est l'idée. C'est une gymnastique mentale au début, et puis ça devient un automatisme. On apprend à reconnaître ces ponts sonores entre les mots. D'accord. Le troisième raccourci, il me semble essentiel, le rythme porte le sens. On nous dit que les mots importants sont accentués. Oui. Dans une phrase comme « je vais aller au cinéma ce soir », l'essentiel de l'info, il est dans ces deux pics. Oui, le français fonctionne par groupe rythmique. Dans un groupe de mots, il n'y a qu'un seul accent tonique, toujours sur la dernière syllabe. Toujours. Je vais aller au cinéma, c'est un groupe. Ce soir, c'en est un autre. L'oreille doit apprendre à chercher ses pics, ses points d'ancrage, plutôt que de donner la même importance à chaque syllabe. C'est comme suivre les lumières sur une piste d'atterrissage la nuit. Très bonne image, ça. Et le quatrième, il est décrit comme un filet de sécurité. Ce sont les répétitions, les reformulations. Ah oui, c'est vrai qu'on fait ça tout le temps sans même y penser. Constamment, non. Ah oui. On va dire c'est trop cher. Enfin, je veux dire, c'est vraiment hors de prix. Si on rate trop cher, on a une deuxième chance avec hors de prix, qui veut dire la même chose. L'écoute, c'est pas un processus fragile où si on rate un mot, tout s'écroule. Non, il faut écouter en largeur, en sachant que la personne en face va nous donner plusieurs chances de comprendre. D'accord, donc on a les mots qui disparaissent, les liaisons piégeuses, le rythme qui guide et les reformulations qui sauvent. On passe au cinquième raccourci, qui sort un peu du domaine purement auditif, là. Oui, ce sont les gestes et le ton, le non-verbal. Bien sûr. Un simple haussement d'épaule avec un bof, ça en dit beaucoup plus que des phrases entières. L'intonation, le ton ironique, un sourire, tout ça c'est de l'information. Et ce qui est frappant, c'est ce chiffre. On estime qu'on peut perdre 30% des mots. Mais si on observe bien le contexte, on peut conserver jusqu'à 80% du message. 80%, c'est énorme. Ça veut dire qu'écouter le français, c'est aussi le regarder. Absolument. C'est pour ça que regarder des séries en VO, c'est si efficace. Bien plus qu'écouter la radio au début. On a l'image pour aider. Le sixième point, c'est aussi une question de stratégie. Anticiper avec les connecteurs logiques. Oui, les « mais »,« donc »,« alors »,« en fait », ce sont des panneaux de signalisation. Des panneaux de signalisation, j'aime bien. Quand on entend « mais », le cerveau doit se préparer à une contradiction. Si on entend « donc », il doit anticiper une conclusion. Ces petits mots, ils structurent la pensée de l'autre et ils nous donnent une carte de son raisonnement, même si le paysage, les mots précis, est un peu flou. D'accord. Et on arrive au septième et dernier raccourci. Et c'est peut-être le plus important et le plus difficile psychologiquement. Il faut accepter les zones floues. C'est le lâcher-prise de Léa, en fait. L'objectif, c'est jamais de comprendre à 100%. Même les natifs, ils y arrivent pas tout le temps, à cause du bruit, des accents. J'entends bien, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
L'instinct, quand on rate un mot, c'est de paniquer, de se focaliser dessus. Et pendant ce temps, on rate les 10 mots qui suivent. C'est ça, non? Comment on lutte contre ce réflexe? C'est une excellente question. Et la clé, c'est la pratique consciente. Il faut se fixer un objectif réaliste, se dire « Ok, dans cette conversation, mon but, c'est de comprendre 60%. » Se donner la permission de ne pas tout comprendre. Exactement. Ça réduit la pression et paradoxalement, on comprend mieux, parce qu'on reste détendu et concentré sur le flux général. Saisir 60% du message, ça suffit amplement pour interagir intelligemment. La théorie est très claire. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec les exercices pratiques qui sont proposés, pour transformer ces idées en réflexes. Le premier, je l'adore, il est complètement contre-intuitif, l'écho rapide. Alors expliquez-nous. Le principe, c'est de répéter une phrase qu'on entend, à voix haute, le plus vite possible, avant même de l'avoir comprise. On imite juste la mélodie, la chaîne de son. Par exemple, « Je vais aller au marché cet après-midi, tu viens ». On essaye de le répéter d'un bloc, comme un perroquet. Oui, c'est très contre-intuitif. Et les sources expliquent pourquoi c'est si efficace. Oui. En faisant ça, on court-circuite le cerveau analytique qui veut tout découper. On entraîne la bouche et l'oreille à reconnaître ces blocs de son comme des unités familières. Le son « je vais aller » devient un seul mot pour l'oreille. C'est de la musculation auditive. C'est très juste. On passe d'une approche intellectuelle à une approche physique, presque musicale de la langue. Le deuxième exercice, celui des mots collants, il fait le pont entre l'écrit et le parler. Comment ça marche celui-là? On prend une phrase contractée comme « je suis crevé, je vais me coucher ». Et on prend le temps, à l'écrit ou dans sa tête, de la décoller. On écrit « je suis » égale « je suis »,« je vais » égale « je vais ». L'idée, c'est de créer des associations neuronales rapides. Pour qu'à force de le faire, quand on entendra « je suis », le cerveau fera la traduction « je suis » instantanément, en arrière-plan, sans effort. On automatise la décompression, en fait. C'est une sorte de déchiffrage à froid pour être plus rapide à chaud? Malin. Le troisième exercice, c'est le flux continu. Il concerne autant l'écoute que la parole. Oui, les deux sont liés. L'erreur typique, c'est de parler en phrases courtes, hachées. « Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît ». C'est parfait grammaticalement, mais ça sonne pas naturel du tout. Pas du tout, non. L'exercice, c'est de lier tout ça en un seul souffle. « Bonjour, je voudrais un café avec du lait, s'il vous plaît, combien ça coûte ?» Et l'intérêt, au-delà de la fluidité, c'est que ça nous force à adopter le rythme naturel du français. C'est dans ce flux que les contractions comme « j'ai pas » apparaissent naturellement. Pas par paresse, mais par nécessité rythmique. En s'entraînant à parler comme ça, on entraîne aussi son oreille à reconnaître ce flux chez les autres. C'est un cercle vertueux. Tout ça est très concret. Mais pour vraiment créer une habitude, il faut une structure. Et c'est là que le plan d'action sur 7 jours, il devient vraiment utile. C'est une excellente feuille de route pour pas se sentir dépassé. On peut commencer par le lundi, 5 minutes d'écho rapide avec des phrases d'un podcast. Juste 5 minutes. 5 minutes. C'est l'idée de créer une habitude sans que ce soit une corvée, j'imagine. Exactement. La régularité est bien plus importante que la durée. Le mardi, on passe à l'analyse. Identifier 3 mots collants dans une série. On prend un carnet, on note « je sais pas » égale « je ne sais pas ». On devient un détective des sons. J'aime bien l'idée du détective. Et le mercredi? Mercredi, on pratique. On choisit une phrase en flux continu, comme commander un café imaginaire, et on la répète 5 fois à voix haute. On cherche la musique. Jeudi, on change complètement. Écoutez 2 minutes de musique française, mais en se concentrant uniquement sur le rythme, pas sur les paroles. On entraîne l'oreille musicale avant l'oreille sémantique, c'est malin. On arrive à la fin de la semaine. Vendredi, retour à l'analyse active. On regarde une vidéo courte, sans sous-titres. Et on note seulement les mots qui semblent accentués, les fameux pics. Samedi, on combine tout. On écoute une phrase, on la décolle mentalement, puis on la répète soi-même en flux continu. Et le dimanche, c'est le grand saut. Dimanche, on se lance. On parle à soi-même en français pendant 3 minutes, sans s'arrêter. Sur n'importe quoi, l'important c'est pas d'être parfait, c'est de maintenir le flux, d'accepter les erreurs et de continuer. Ce plan est très progressif. Et il y a aussi ce défi des 30 secondes qui est mentionné. Ah oui, je le trouve particulièrement pertinent celui-là. On prend le même extrait audio de 30 secondes et on l'écoute 1 fois par jour pendant 1 semaine. D'accord, mais avec un objectif différent chaque jour, c'est ça? Exactement. Le premier jour, on cherche le sens général. Le deuxième, on se concentre sur les liaisons. Le troisième, sur le ton. Et ainsi de suite.
L'intérêt, c'est qu'à la fin de la semaine, on se rend compte à quel point notre compréhension du même extrait a explosé. C'est une super façon de mesurer ses propres progrès. C'est très motivant. Finalement, si on devait tout résumer, le message central, c'est que la fluidité, c'est pas une destination lointaine ou un don. C'est un choix, une pratique de tous les jours. C'est le choix d'accepter l'imperfection, de préférer comprendre 60% et oser répondre, interagir, plutôt que de comprendre 90% et de rester silencieux par peur de s'être trompé. L'interaction, même imparfaite, c'est le moteur. Alors que le silence, même basé sur une quête de perfection, il mène à la stagnation. Il y a une pensée finale très forte dans ces documents. Personne ne naît en comprenant une langue rapide, même pas les bébés français. C'est une évidence, mais on l'oublie. Un bébé, il baigne dans un flot de paroles qu'il ne comprend pas pendant des mois. Il absorbe le rythme, la musique, bien avant de comprendre le sens. Il se dit pas « Oh non, j'ai raté un mot, j'arrête d'écouter ». L'erreur fondamentale, c'est pas de ne pas comprendre. L'erreur, c'est d'arrêter d'écouter par frustration. Et la conclusion des sources nous laisse avec une idée presque philosophique à méditer. Oui. Notre cerveau est une machine à reconstruire le sens à partir de signaux incomplets. L'humanité fait ça depuis des millénaires. Il faut lui faire confiance. Quand on entend une conversation rapide, il suffit de lui donner quelques points d'ancrage. Le rythme, le ton, un ou deux mots-clés. Et il se charge de combler les vides. Il est programmé pour ça, c'est sa fonction première. Donc, la prochaine fois que le français rapide semble être une montagne, il ne faut pas chercher à gravir chaque rocher un par un. Il faut plutôt écouter la musique de la langue et commencer à danser avec elle. La fluidité, elle commence exactement là. Quand on arrête d'avoir peur de la vitesse.